Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 9, le sage et le simple. Il y avait une fois deux propriétaires qui résidaient dans la même ville et qui étaient fort opulents. Ils possédaient de grandes résidences. Ces deux propriétaires avaient deux fils, chacun le sien. Et ces deux enfants fréquentaient ensemble la même école. L'un d'eux était un sage, un savant, et l'autre un simplet. Non point qu'il fût idiot, mais plutôt que son cerveau fût ordinaire et sans sophistication. Or, ces deux enfants s'aimaient beaucoup, bien que l'un d'eux fût un savant et l'autre un simplet à l'esprit très ordinaire. Malgré cela, ces deux enfants s'aimaient très fort. Mais avec le temps, les deux propriétaires périclitèrent de leur fortune et sombrèrent de plus en plus bas, jusqu'au point où ils perdirent tout et devinrent des indigents. Il leur restait uniquement les deux maisons, tandis que leurs enfants grandissaient. Ces propriétaires dirent à leurs enfants : « Nous ne pouvons plus payer pour vous, nous ne pouvons plus vous entretenir. Faites donc ce que vous pourrez. » Le simplet s'en alla apprendre le métier de cordonnier. Quant au savant, qui était un intellectuel, il n'entendit point s'affairer à un emploi aussi vulgaire. Il décida de se lancer dans le monde pour y découvrir que faire. Il se rendit au marché, il remarqua une grande diligence à 4 chevaux harnachés qui passait promptement. Le savant demanda à ses commerçants : « D'où êtes-vous » Ils lui répondirent : « De Varsovie. »« Et où vous rendez-vous ?»« À Varsovie. » Il leur demanda : « Peut-être avez-vous besoin d'un larbin ?» Comme les commerçants remarquèrent qu'il était rusé et dégourdi, ceci leur plut et ils le prirent avec eux. Il prit la route avec eux et les servit très correctement chemin faisant. Arrivé à Varsovie, comme il était intelligent, il cogita : « Puisque je suis déjà à Varsovie, à quoi bon rester avec ces commerçants ? Peut-être existe-t-il une meilleure place que celle-ci. Allons donc chercher, puis nous verrons. » Il se rendit au marché et se mit à enquêter et demander à propos des gens qui l'avaient amené ici, s'il existait de meilleures places que celle-ci. Ce à quoi on lui répondit que les gens en question étaient corrects et qu'il était valable de rester avec eux. Néanmoins, ce qui rend difficile de demeurer avec eux est que leurs affaires se déroulent dans des lieux éloignés. Entre-temps, il poursuivit et rencontra des commis qui arpentaient le marché, accoutrés à leur façon, avec leur charme, avec leurs chapeaux et leurs souliers pointus, et toutes sortes d'artifices qu'ils affectent dans leur allure et dans leur accoutrement. Or, puisqu'il était quelqu'un d'avisé, un futé, et que ceci était une belle chose, cela lui plut beaucoup. Et de plus, il restait sur place proche de leur maison. Il alla donc chez les gens qui l'avaient amené, les remercia et leur dit que ça n'était plus intéressant pour lui de rester avec eux. Quant au fait qu'il l'avait transporté jusqu'ici, en contrepartie, il les avait servis en chemin. Il alla et s'engagea chez un propriétaire. Chez les serviteurs, la coutume veut que l'on commence par être un subalterne. L'on doit accomplir de rudes besognes tout en gagnant très peu de gages. Seulement par la suite devient-on un intendant. Son patron lui imposa de lourdes tâches, l'envoyant chez des nobles pour livrer des marchandises, ainsi que le font les domestiques qui transportent cela sur leurs épaules. Pour lui, ce travail était très dur. Parfois, il lui fallait grimper avec sa charge jusque de hauts étages, et cela s'avérait rude. Étant un philosophe et un savant, il cogita : « Que me vaut donc cette tâche ? L'essentiel n'est-il pas d'atteindre le but ? Se marier ? Assurer sa pitance ? Or, je n'ai pas à m'en soucier. Le temps viendra bien pour cela. En attendant, mieux vaut flâner de par le monde, visiter des contrées. » Il se rendit au marché et vit des marchands qui se déplaçaient à bord d'un grand carrosse. Il leur demanda : « Où allez-vous ? »« À Livourne, » lui répondirent-ils. « M'emmèneriez-vous là-bas ?» leur demanda-t-il. « Certes, » répondirent-ils, et ils l'y emmenèrent. De là-bas, il fila vers l'Italie, puis de l'Italie vers l'Espagne. Entre-temps, quelques années passèrent, durant lesquelles il se fit encore plus savant, car il avait visité de nombreux pays. Il réfléchit et pensa : « Maintenant, il est temps d'envisager une finalité. » Il élabora un raisonnement philosophique à propos de ce qu'il lui faudrait faire. Il lui plut d'apprendre l'orfèvrerie. Voilà bien un grand et bel art qui renferme tant de sagesse. De plus, c'est un métier rentable. Or, puisqu'il était si savant et philosophe, il ne lui fut pas nécessaire d'apprendre le métier pendant plusieurs années. Mais un quart d'année lui suffit pour apprendre cette profession. Il devint un maître artisan dans ce domaine, au point d'avoir dépassé en expertise ceux qui lui avaient appris le métier. Par la suite, il pensa à nouveau : « Bien que je possède un tel art, je ne me contenterai pas de si peu. Car si de nos jours ceci est considérable, qui sait si en d'autres temps un autre métier ne sera pas plus important ?» Il alla chez un joaillier sertisseur et, grâce à sa grande sagacité, il apprit cet art en un temps très court, un quart d'année. Puis ensuite il repensa, au moyen de sa philosophie : « Bien que j'eusse déjà en main 2 métiers, qui sait ? Peut-être ces 2 arts cesseront-ils d'être importants. »
C'est pourquoi il importe pour moi de posséder un métier qui soit toujours valable. » Il cogita avec sa sagesse et sa philosophie qu'il lui convenait d'apprendre la médecine. C'est un sujet toujours utile et qui demeure toujours bien considéré. Or, la marche à suivre pour qui veut faire médecine consiste avant tout à apprendre le latin, le langage et l'écriture. On doit aussi apprendre la philosophie. Or, grâce à son haut discernement, il apprit aussi cela en un temps court, un quart d'année au bout duquel il devint un grand docteur et philosophe, un érudit dans toutes les sciences. C'est alors que le reste du monde devint insignifiant à ses yeux. Il conclut que les gens n'avaient aucun esprit, car compte tenu de sa grande sagesse et du fait qu'il était un si grand artiste, un tel érudit et un tel docteur, nul être sur terre ne valait à ses yeux. Il pensa alors qu'il convenait d'envisager une finalité, prendre une femme. Il décida ainsi. « Si je désire me marier ici, qui donc saura ce que je suis devenu ? Mieux vaut retourner au pays afin que l'on voie ce que je suis devenu. Je suis parti encore enfant, et me voici escaladé à une telle grandeur. » Il prit donc la route pour retourner chez lui. En chemin, il subit la torture, car compte tenu de sa haute érudition, il ne trouvait pas à qui parler. Il ne trouvait aucune auberge digne de lui, et endurait sans cesse de grands tourments. Quittons entre-temps l'histoire du savant, et mettons-nous à raconter celle du simplet. Ce simplet avait appris la cordonnerie, mais puisqu'il était rudimentaire, il lui fallut apprendre longtemps ce métier jusqu'à ce qu'il puisse le pratiquer. Et en fait, il n'en possédait pas parfaitement la maîtrise. Mais il prit femme et subvint à ses besoins grâce à son travail. Or, puisqu'il était si frustre et ne possédait pas la technique comme il se doit, à cause de cela, sa subsistance était très limitée. Il n'avait même pas le temps de prendre un repas tant il devait travailler sans relâche, puisqu'il connaissait insuffisamment son métier. Seulement, tout en travaillant, tout en poinçonnant avec l'outil et en enfilant le rude fil, comme le font les cordonniers, il croquait une bouchée de pain et la mangeait. Or, sa coutume était d'être toujours joyeux. Il était sans cesse dans la joie. Il possédait tous les mets, toutes les boissons et tous les habits du monde. Il disait à sa femme « Ma femme, donne-moi à manger ». Elle lui donnait un morceau de pain qu'il mangeait. Ensuite, il commandait « Donne-moi le bouillon au sarrasin ». Elle lui coupait un autre morceau de pain qu'il mangeait et louangeait tout en disant « Quelle merveille et quel délice est donc ce bouillon !» Puis il commandait de la viande. La femme lui donnait encore du pain. Il le mangeait et en faisait les éloges. Quel ravissement que cette viande! Et ainsi de suite pour les autres bons plats qu'il commandait et pour lesquels sa femme lui donnait un morceau de pain. Il ressentait de tout cela un grand plaisir et louangeait profusément ses mets. Quel délice est-ce donc! Tout comme s'il y goûtait vraiment. Car en vérité, il ressentait réellement dans ce pain qu'il mangeait le goût de tous les mets qu'il désirait. Grâce à sa grande simplicité et à sa joie, il percevait dans le pain le goût de tous les mets. Et c'est ainsi qu'il avait coutume de dire « Ma femme, apporte-moi une bonne bière ». Elle lui apportait de l'eau. Il louait alors « Quelle bière délicieuse !» Puis il commandait de l'hydromel. Elle lui apportait encore de l'eau. Il exultait encore « Quel excellent hydromel! Donne-moi donc du vin !» Ou d'autres boissons. Elle ne lui donnait que de l'eau. Mais lui se régalait et exultait tout comme s'il avait bu cette boisson. De même à propos des habits. C'était la même chose. Lui et son épouse partageaient la même moumoute. Lorsqu'il en avait besoin, comme pour sortir au marché, il disait alors « Ma femme, passe-moi la moumoute », ce qu'elle faisait. De même, lorsqu'il avait besoin d'une pelisse pour aller parmi les gens, il disait « Ma femme, passe-moi la pelisse ». Elle lui donnait alors la même moumoute. Il s'en délectait et complimentait « Quelle magnifique pelisse que voici !» Et ainsi, lorsqu'il avait besoin d'un cafetan pour se rendre à la prière, il ordonnait « Ma femme, passe-moi donc le cafetan ». Elle lui donnait la même moumoute, et lui en faisait la même éloge. Quelle élégance et quelle beauté ce cafetan! Et ainsi, lorsqu'il avait besoin de vêtir une redingote, elle lui passait la moumoute qu'il louait et dont il se réjouissait. Quelle finesse! Quel chic cette redingote! Ainsi de suite pour toute autre chose. Il débordait de joie, de bonheur et d'allégresse sans cesse. Quand il terminait enfin sa chaussure, qui probablement avait 3 pointes, du fait qu'il ne connaissait pas parfaitement son métier, il brandissait alors ce soulier dans ses mains et l'adulait tout en ressentant un profond plaisir à ce propos et en disant « Ma femme, comme elle est belle et réussie cette petite chaussure, qu'elle est donc mignonne cette petite chaussure, quel rayon de miel, quelle sucrerie est cette petite chaussure !» Alors la femme lui demandait « Si elle est vraiment ainsi, comment se fait-il que les autres cordonniers demandent 3 florins pour une paire de souliers, tandis que toi, tu ne prends qu'1 florin et demi ?» Il lui répondait « Qu'en ai-je donc à faire ?
Ça c'est l'histoire d'un tel, tandis que ceci est ma propre histoire. Et de plus, qu'avons-nous donc à parler des autres? Commençons plutôt à calculer combien je gagne de main à main avec ma petite chaussure. Le cuir m'a coûté tant, la poix et les fils me reviennent tant, les lacets et les autres accessoires m'ont coûté tant. J'ai donc maintenant gagné de main à main 10 centimes. Dis donc, que m'importe un tel bénéfice de main à main? Il était gai, joyeux sans cesse. Mais aux yeux des gens, il était un sujet de moquerie. Ils avaient enfin obtenu ce dont ils rêvaient. Ils avaient enfin quelqu'un à ridiculiser ainsi qu'ils le désiraient. À leurs yeux, il passait pour un fou. Les gens venaient exprès chez lui et entraient en conversation avec lui afin de trouver des sujets de blague. Mais lui leur disait alors « seulement sans moquerie ». Et dès qu'on lui répondait « sans aucune raillerie », il leur prêtait alors attention et partageait la discussion avec eux, car il ne désirait nullement s'enfoncer dans des spéculations, de peur que ceci soit aussi de la fourberie. Car il était simple. Mais lorsqu'il se rendait bien compte que ces gens se moquaient, il leur rétorquait « que se passerait-il si tu es plus malin que moi? Tu ne seras alors qu'un crétin. Car moi, pourquoi donc comptais-je? Et donc si tu es plus malin que moi, tu ne seras qu'un idiot. » Telles étaient les voix du simple. Et maintenant, revenons au savant. Entre-temps, se répandit la rumeur que le savant se rapprochait. Il arrivait paré de grande gloire et de haute érudition. Le simple courut à sa rencontre avec une joie immense. Il demanda à sa femme « Passe-moi donc la redingote, je vais à la rencontre de mon cher ami, je désire tant le revoir. » Elle lui donna la moumoute et il s'empressa à la rencontre de son ami le savant. Le savant voyageait à bord d'un carrosse, avec suffisance, et voici que le simple vint à sa rencontre. Il le salua avec une immense joie et une grande affection en lui disant « Mon cher frère, comment vas-tu? Que Dieu soit loué de t'avoir ramené et que j'ai le mérite de te revoir. » Et pour le savant, si le monde entier ne valait rien à ses yeux, à plus forte raison un bonhomme pareil qui avait l'air plutôt dément. Mais malgré tout, en raison de leur amitié d'enfance qui était forte, le savant le rapprocha de lui et entra en ville en sa compagnie. Quant aux deux propriétaires, du début, les parents de ces deux enfants, ils étaient déjà morts pendant la période où le savant parcourait les contrées. Ils laissèrent leur maison. Le simple, qui était resté sur place, hérita de la maison de son père et l'occupa. Tandis que le savant, qui était dans des pays étrangers, il n'y eut personne pour s'occuper de sa maison. Cette bâtisse tomba donc en ruine et il n'en resta rien du tout. C'est ainsi qu'il n'eut pas où entrer quand il arriva. Il prit donc pension dans une auberge. Il y souffrit, car les lieux n'étaient pas du tout à son goût. Quant au simple, il venait de se trouver une occupation. Il accourait continuellement chez le savant, tout empli d'amitié et de joie. Il remarqua que le savant endurait des souffrances à cause de l'auberge. Il lui dit « Frère, viens donc chez moi, dans ma maison. Tu y habiteras, et moi, je rassemblerai en une poignée tous mes biens. Toute ma maison t'appartient. » Cela plut au savant qui emménagea chez le simple et s'y installa. Mais ce savant était sans cesse plein de souffrances, car il s'était fait une renommée de grand érudit, d'artisan et de remarquable docteur. Ainsi, quand survint un noble qui commanda chez lui une bague en or, il lui fit un très beau bijou. Il grava des chemins merveilleux où était sculpté un arbre extraordinaire. Le noble revint, mais la bague ne lui plut pas du tout. Le savant en conçut une grande peine, car il savait pour sa part que si une telle bague avec son petit arbre s'était trouvée en Espagne, elle aurait été très appréciée comme une véritable nouveauté. Et ici, ça ne plaisait pas du tout. Ainsi, un jour vint un haut aristocrate apportant un diamant très précieux qui provenait des pays lointains. Puis il apporta une autre pierre précieuse, décorée celle-ci, et ordonna au savant de sculpter dans le diamant des pays lointains le même motif que celui de la pierre précieuse. Il grava exactement comme le modèle, sauf pour un petit détail raté, que nul ne pouvait remarquer à part lui-même. L'aristocrate revint et reprit son diamant, et en fut très satisfait. Mais le savant déplora amèrement son erreur en pensant « Aussi savant que je sois, qu'il m'arrive à moi une telle erreur !» Dans la pratique de sa médecine, il subissait également de grandes peines. Lorsqu'il visitait un malade et lui prescrivait des médicaments qui, il le savait clairement, devaient faire obligatoirement guérir et vivre ce malade, car c'était d'excellents remèdes. Or, lorsqu'après cela le malade succombait, les gens jasaient. « Il est mort à cause du docteur !» Et ceci le torturait très fort. Ou bien, il arrivait aussi qu'il prescrivait un médicament et le malade guérissait. Alors les gens commentaient « C'est un pur hasard !» Et ceci le torturait aussi très fort. Si bien qu'il n'était empli que de souffrances en permanence. S'il lui arrivait d'avoir besoin d'un habit, il convoquait un tailleur.
Il s'épuisait à lui expliquer comment tailler l'habit à sa guise, à sa connaissance, suivant la mode. Le tailleur y réussit, sauf pour un pan qu'il rata, et ceci le tortura très fort, car lui le savait bien, et malgré le fait qu'il n'y avait personne ici pour voir la nuance. Mais si seulement j'étais en Espagne avec un pan pareil, tout le monde s'en serait moqué, et j'aurais eu l'air complètement ridicule. Ainsi était-il toujours plein de souffrance. Quant au simple, il accourait sans cesse, et visitait le savant avec joie et allégresse. Mais il ne le trouvait jamais qu'en peine, torture et souffrance. Il lui demanda « Comment se fait-il qu'un savant et un riche comme toi souffrent sans cesse ? Pourquoi suis-je, moi, toujours heureux ?» Mais aux yeux du savant, ce n'était qu'une farce, car le simple n'était à ses yeux qu'un demeuré, et le simple lui rétorqua « Même les gens normaux, lorsqu'ils se moquent de moi, sont aussi dérangés, car s'ils sont plus malins que moi, ils sont donc des crétins. À plus forte raison, un sage de ton acabit. Que se passera-t-il si tu étais plus malin que moi ?» Le simple déclara alors au savant « Si seulement Dieu pouvait te faire devenir comme moi !» Le savant lui répondit « Ceci pourrait s'imaginer, que je devienne comme toi, si Dieu me supprimait la cervelle. Ou bien qu'à Dieu ne plaise, si je tombais malade, auquel cas je pourrais perdre la raison. Car qu'es-tu après tout? Sinon qu'un fou. Mais par contre, que toi tu atteignes mon niveau, que tu sois aussi savant que moi, ça, c'est inimaginable. » Le simple lui répondit « Pour Dieu, tout est possible. Il serait même faisable qu'en un clin d'œil, j'atteigne ta sagesse. » Le savant en rit aux éclats. Ses deux fils furent surnommés par les gens par le sobriquet de savant et celui de simple. Bien qu'il existât de nombreux savants et de nombreux simples sur cette terre, mais ici c'était flagrant du fait qu'ils habitaient la même ville, qu'ils avaient appris à la même école, que celui-ci était un fameux savant et cet autre un naïf. Dans les registres d'état civil où sont inscrits les citoyens par leur nom de famille, on enregistra celui-ci avec le surnom savant et l'autre avec le surnom simple. Une fois, le roi vint rendre visite à l'état civil et tomba sur les deux, comment ils étaient enregistrés avec les surnoms savant et simple. Ceci surprit très fort le roi que ces deux sujets portent les surnoms de savant et simple. Le souverain désira les voir en personne. Mais il réfléchit. Si je les convoque tout soudainement pour qu'ils comparaissent devant moi, ils en seront effrayés. Le savant ne saura plus que me répondre. Quant au simple, peut-être perdra-t-il la raison à cause de la peur. Le roi pensa donc qu'il enverrait un savant chez le savant et un simple chez le simple. Mais comment trouver dans une capitale royale le moindre simple? Car dans la ville royale, la majorité des habitants sont des savants, sauf le trésorier, qui ne peut être foncièrement qu'un simple, parce qu'on ne nommera jamais un astucieux à la garde des trésors, de peur qu'avec sa sagacité, il gaspille toute la fortune royale. C'est pour cela que l'on nomme qu'un simple responsable au trésor. Le roi convoqua un savant, ainsi que le simple trésorier, et il les envoya respectivement chez les deux compères. Il remit à chacun séparément une missive, plus une lettre de recommandation pour le gouverneur sous le ministère duquel résidaient les deux. Et dans cette recommandation, le roi ordonnait au gouverneur en personne d'écrire des lettres de la part de sa majesté, et ce, afin qu'il ne s'effraie point. Il devra leur écrire que la chose n'est pas impérative, que le souverain ne décrète pas obligatoirement qu'ils se présentent, et que cela demeure à leur libre choix. S'ils le désirent, qu'ils viennent donc. Le roi voudrait cependant bien les voir. Les deux messagers, le savant et le simple, prirent la route et arrivèrent chez le gouverneur. Ils transmirent la missive. Le gouverneur prit des renseignements à propos des deux garçons et il lui fut rapporté que le savant était un fabuleux érudit et qu'il était très riche. Quant au simple, c'était un grand innocent qui porte comme tout vêtement cette espèce de moumoute. Le gouverneur y réfléchit. Il ne convient sûrement pas de le présenter au roi affublé d'une moumoute. Il lui fit donc confectionner des habits comme il se doit, parure qu'il plaça dans le carrosse du délégué simple. Puis il remit ses lettres. Les envoyés reprirent la route et arrivèrent à destination. Ils remirent les missives. Le savant au savant et le simple au simple. Dès qu'il reçut la lettre, ce dernier demanda au messager porteur « Je ne sais pas ce qui est écrit dans cette lettre. Lis-la donc pour moi. » Le messager lui répondit « Je vais te dire par cœur ce qui est écrit. Le roi veut que tu viennes chez lui. » Il répliqua illico. « Seulement sans moquerie. C'est la pure vérité. Sans nulle moquerie. » répondit le messager. Le simple entra dans une immense joie et courut annoncer la nouvelle à son épouse. « Ma femme, le roi m'a convoqué !» Elle lui demanda. « C'est quoi ça? Pourquoi te convoque-t-il » Mais il n'avait pas le temps de lui répondre quoi que ce soit. Empressé et plein de joie, il courut s'installer dans le carrosse pour prendre la route avec le messager. Il remarqua entre-temps les beaux habits
ce qui le réjouit de plus belle, bien vêtue de surcroît. Et il jubila. Pendant ce temps, une dénonciation fut envoyée au roi contre le gouverneur concernant des fraudes. Le roi le destitua donc. Puis il pensa. Il serait bon que le futur gouverneur soit un homme ordinaire, un simple, car celui-ci gouvernera sa province avec probité et droiture, ne connaissant ni combine ni trouvaille. Cela plut bien au roi de nommer notre simple comme futur gouverneur. Le roi dépêcha un décret stipulant que le simple, qu'il avait précédemment convoqué, soit nommé gouverneur. Comme le simple devait passer par la ville du gouverneur, le roi ordonna que l'on se poste aux portes de la ville et que dès que le simple apparaîtra, on le retienne et on le couronne gouverneur. Et ainsi fut fait. La population se groupa aux portes de la ville, et dès que le simple apparut, on le retint et lui annonça qu'il venait d'être nommé gouverneur. Il demanda « Seulement sans moquerie ?»« Bien entendu, sans moquerie » lui répondit-on. Et le simple devint immédiatement un gouverneur fort et hardi. Et maintenant que sa bonne étoile s'était bien élevée, le simple reçut un peu d'entendement, puisque la chance assagit. Malgré cela, il n'utilisa nullement cette sagacité, mais il se conduisit en toute candeur, comme auparavant, et gouverna le pays avec innocence, probité et droiture. Il ne fit aucune fraude, ni aucune injustice à personne, car pour diriger un pays, on n'a besoin ni d'une haute intellection, ni d'aucune science, uniquement de la droiture et de la candeur. Si deux personnes se présentaient pour être jugées, il disait « Toi, tu es innocent, et toi, tu es coupable », tel que sa simplicité et sa probité le lui dictaient, sans ruse ni fausseté. Ainsi, il gérait tout par l'honnêteté. La population l'affectionnait beaucoup, et il fut entouré de conseillers dévoués qui l'aimaient sincèrement. Par pure amitié, quelqu'un lui conseilla « Puisque tu devras bien comparaître un jour devant le roi, lui qui t'avait déjà convoqué, et de plus l'étiquette oblige qu'un gouverneur se rende chez le souverain, ainsi bien que tu sois très valable, et que le roi ne trouvera en toi aucune tromperie dans ta manière de gouverner la contrée, l'étiquette de la cour demande que, quand le roi s'exprime, il digresse volontiers et s'élance dans des propos scientifiques ou linguistiques. Par conséquent, il serait gracieux et bienséant que tu puisses lui répondre à l'avenant. Et par conséquent, il serait convenable que je t'enseigne science et lettres. Ceci plutôt simple, qui cogita ainsi. Que m'importe de connaître science et philosophie ? Il étudia et reçut une base scientifique et linguistique. Il se souvint aussitôt de ce que son ami le savant lui avait dit, qu'il était absolument inimaginable qu'il atteigne son niveau de science. « Me voici déjà arrivé à sa sagesse !» Malgré cela, le simple ne fit nul usage de sa science, mais continua plutôt à régner en toute simplicité et droiture comme auparavant. Par la suite, le roi manda que le simple gouverneur vienne comparaître devant lui. Il prit donc la route pour se rendre chez le roi. Celui-ci conversa tout d'abord à propos du gouvernement du pays, et le simple lui plut beaucoup, car le roi réalisa qu'il gouvernait avec grande probité et droiture, sans aucun vice, ni aucune fausseté. Après cela, le roi se mit à discuter de science et de lettres, ce à quoi le simple répondit parfaitement. Ceci plut encore plus au roi. Il dit « Je vois qu'il est un sage, et qu'il se conduit pourtant avec une telle simplicité. » Ceci plut énormément au roi, qui fit de lui son premier ministre. Le roi ordonna qu'on lui attribue une ville particulière où il séjournerait. Puis il ordonna qu'on lui érigea de belles murailles comme il se doit. Il lui remit une ordonnance écrite qui le nommait ministre. Tout ceci fut accompli, et de belles murailles furent érigées dans l'endroit que le roi avait ordonné. Et le simple prit le pouvoir énergiquement. Quant au savant, quand la missive du roi lui parvint, il répliqua au sage qui lui avait porté cette lettre « Attends, passe donc la nuit ici, nous allons discuter et cogiter ensemble. » Pour cette soirée, il donna un grand dîner. Durant le repas, le savant se mit à spéculer et à cogiter avec sa sagacité et sa philosophie. Puis il intervint et déclara « Que peut signifier le fait qu'un si grand souverain convoque un personnage aussi insignifiant que moi ? Qui suis-je donc pour que le roi me demande ? Que veut dire le fait qu'un si grand roi, qui possède un tel pouvoir et une telle gloire, me convoque moi, si minuscule face à ce roi ? Comment admettre à l'esprit qu'un tel roi demande après moi ? Dirais-je que c'est pour mes connaissances que le roi me convoque ? Mais qui suis-je, comparé à lui ? Et puis, est-ce que cela manque au roi des savants ? De plus, le roi lui-même n'est-il pas certainement un grand érudit ? Et qu'est-ce donc que le roi me sollicite ? Il s'étonna très fortement et lança enfin au savant messager. « Tu sais quoi ? Je vais te dire mon opinion. Il apparaît évidemment, intelligemment et clairement qu'il n'existe aucun roi sur cette terre. Le monde entier s'est laissé abuser par cette sottise. Il s'imagine qu'il existe un roi.
Or bien au contraire, essaye de comprendre comment expliquer que le monde entier s'en remette à un seul homme, entre ses mains, et qu'il soit leur souverain. Voici que je t'ai moi-même porté une lettre du roi, Répondit le sage messager. As-tu reçu cette lettre des mains du roi en personne? Rétorqua le savant. Non, répondit le messager. Seulement quelqu'un d'autre m'a remis la lettre du roi. Eh bien, au contraire, maintenant constate de tes propres yeux que j'ai entièrement raison. Il n'existe aucun roi. Dis-moi donc, demande encore le savant. Tu es ressortissant de la capitale royale où tu as grandi. Dis-moi, as-tu jamais vu le roi? Non, répondit le messager. Regarde maintenant combien j'ai raison. Il n'existe absolument aucun roi. Car même toi, tu n'as jamais vu le roi. Le savant messager demanda à nouveau. S'il en est vraiment ainsi, qui dirige donc le pays? Ça, je vais te l'expliquer clairement. Car je suis expert en la matière, et c'est à moi que tu peux le demander. Moi qui ai parcouru des pays. J'étais en Italie, où le système consiste en une assemblée de 70 sénateurs qui montent au pouvoir et gouvernent le pays pour une période. Puis le pouvoir est réparti dans le reste du pays, l'un après l'autre. Ces discours commencèrent à convaincre le savant messager, jusqu'à ce qu'ils conclurent ensemble qu'il n'existe aucun roi sur cette terre. « Attends jusqu'à demain matin, » ajouta le savant, « et je te prouverai clairement qu'il n'y a absolument aucun roi. » Le savant se réveilla le lendemain matin, puis réveilla le savant messager en lui disant « Viens avec moi dans la rue, et je te montrerai comment le monde entier se trompe, et qu'il n'existe aucun roi. » Ils se rendirent au marché, où ils trouvèrent un soldat qu'ils interpellèrent et à qui ils demandèrent « Qui sers-tu donc ?»« Le roi, répondit-il. »« As-tu déjà vu le roi une seule fois depuis ta naissance ?»« Non, répondit-il. »« Vois-tu » commente le savant. « Existe-t-il une stupidité pareille ?» Plus tard, ils allèrent chez un des officiers du soldat et entrèrent en conversation avec lui, jusqu'à ce qu'ils lui demandèrent « Qui sers-tu donc ?»« Le roi, répondit-il. »« As-tu déjà vu le roi ?»« Non. » Justement, constate de tes propres yeux que tout le monde est dans l'erreur et qu'il n'existe aucun roi. Ils en conclurent ensemble qu'il n'existait aucun roi. « Viens, dit le savant, voyageons de par le monde et je te montrerai combien le monde entier se trompe avec de telles niaiseries. » Ils s'en allèrent parcourir le monde et partout où ils arrivaient, ils découvraient les gens dans leur erreur. L'idée de roi devint pour eux une image. Et là où ils trouvaient les gens dans l'erreur, ils employaient ironiquement le roi comme exemple. Tout comme il est vrai qu'il existe un roi. Ainsi ceci est exact. Ils s'exclurent ainsi du monde et poursuivirent leur périple jusqu'à ce que se termine ce qu'ils possédaient et qu'ils commencent à vendre un cheval. Puis un deuxième cheval, jusqu'à ce qu'ils les vendissent tous et dussent maintenant se déplacer à pied. Ils continuaient cependant à enquêter le monde et à découvrir combien ils se trouvaient dans l'erreur. Ils devinrent des clochards, des vagabonds. Ils avaient perdu tout leur prestige. Plus personne ne tenait compte d'eux. De tels mendiants. Ils s'exclurent ainsi du monde jusqu'à ce qu'au cours de leur errance, ils aboutirent à la ville où résidait le ministre simple. Et dans cette ville habitait justement un véritable maître de nom qui était fort estimé, car il accomplissait de fabuleux prodiges. Même parmi les nobles, il était renommé et apprécié. Or, voici que les deux savants arrivèrent en ville et y tournèrent, jusqu'à ce qu'ils parvinrent devant la résidence du maître de nom. Ils remarquèrent de nombreuses calèches chargées de malades, 40 ou 50. Le savant pensa alors qu'ici demeurait probablement un docteur. Il voulut lui rendre visite, car il était lui-même un médecin émérite. Il voulut donc faire sa connaissance. Il demanda « Qui habite ici ?» On lui répondit « Un maître de nom. » Il s'exclaffa de rire et dit à son compagnon « La belle blague et la superbe idiotie. C'est encore plus stupide que l'erreur du roi. Frère, laisse-moi t'expliquer cette méprise. Comment les gens se méprennent d'une telle fourberie ?» Entre-temps, ils eurent faim et trouvèrent encore sur eux 3 ou 4 sous. Ils entrèrent dans une gargote où l'on reçoit un repas pour même 3-4 sous et commandèrent à manger. On les servit. Pendant qu'ils soupaient, ils bavardèrent et raillèrent l'esbrouve du maître de nom. Mais le gargotier surprit leurs propos, ce qui le fâcha fort, car le maître de nom était très estimé là-bas. Il les intima. « Finissez vite votre pitance et fichez le camp d'ici !» Plus tard entra là un fils du maître de nom. Et ils continuèrent à se moquer du maître de nom devant son propre fils. Le gargotier les houspilla. « Pourquoi vous moquez-vous du maître de nom devant son propre fils ?» Jusqu'à ce que ce tavernier leur donnât une volée de coups et les expulsa de son lieu. Ils en furent très irrités et désirèrent chercher justice contre celui qui les avait rossés. Ils réfléchirent. Ils iraient chez leur aubergiste, là où ils avaient déposé leur paquet, afin de prendre conseil auprès de lui comment entamer une procédure juridique contre le gargotier qui les avait rossés.
Ils allèrent et racontèrent à leur aubergiste comment le gargotier les avait roués de coups. L'aubergiste demanda « Pourquoi ?» Ils racontèrent comment ils s'étaient moqués du maître de nom. L'aubergiste leur répondit « Il n'est sûrement pas convenable de frapper des gens, mais vous n'avez pas agi correctement. Pourquoi avez-vous donc parlé contre le maître de nom? Ce maître de nom est très estimé en ces lieux. » Ils se rendirent compte que cet homme était aussi fourvoyé dans l'erreur. Ils le quittèrent et se rendirent chez l'officier, qui était un païen. Ils lui racontèrent toute l'histoire, qu'on les avait battus, etc. Il demanda « Pourquoi ?» Ils répondirent qu'ils s'étaient moqués du maître de nom. L'officier les tabassa sauvagement, puis les expulsa. Ils partirent, puis se rendirent chez le plus haut gradé que l'on puisse trouver, mais n'obtinrent toujours aucun jugement. Ils allèrent ainsi de l'un à l'autre, toujours plus haut en hiérarchie, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin chez le ministre simple. Là-bas se tenaient des gardiens. On annonça au ministre qu'une personne désirait le rencontrer. Il ordonna de la faire entrer. Le savant entra chez le ministre. À peine entré, le ministre le reconnut tout de suite. C'était son ami le savant. Mais le savant ne le reconnut pas car il était parvenu à une telle grandeur. Le ministre commença de suite à lui parler en ces termes. « Vois à quoi ma simplicité m'a amené. Une telle grandeur. Et à quoi ta sagesse t'a amené. » Le savant répliqua. « Que tu sois mon ami le simple, de cela nous discuterons plus tard. Pour l'instant, rends-moi donc justice. Pourquoi m'a-t-on rossé ?» Le ministre lui demanda. « Pourquoi t'a-t-on frappé ?» L'autre répondit. « Parce que j'ai dit du maître de nom qu'il est un menteur, et que tout cela n'est qu'une escroquerie. » Le ministre simple répliqua alors. « Tu persistes encore dans tes combines. Souviens-toi avoir prétendu que tu pourrais facilement arriver à mon niveau, tandis que moi, je ne pourrai jamais atteindre le tien. Vois-tu maintenant que je suis arrivé depuis longtemps à ton niveau, tandis que toi, tu n'es pas encore arrivé au mien, et je vois bien que c'est plus difficile pour toi d'atteindre ma simplicité. » Malgré cela, puisque le ministre le connaissait depuis si longtemps et savait comment il fut autrefois en grandeur, il ordonna qu'on lui donne des vêtements et qu'on l'habille, et il le convia à manger avec lui. Pendant le repas, ils se mirent à discuter, et le savant se mit à développer ses théories débiles selon lesquelles il n'existe aucun roi. Alors, le ministre simple poussa un hurlement. « Que racontes-tu? Moi j'ai vu le roi en personne !» Le savant lui répondit en s'esclaffant. « Sais-tu par toi-même que c'est bien le roi? Tu le connaissais? Tu as connu son père, son grand-père, qui étaient bien des rois? D'où sais-tu que c'était bien le roi? Parce que des gens te l'ont dit? Eh bien, ils t'ont abusé. » Le simple fut profondément affligé du fait que celui-ci nie l'existence du roi. Entre-temps, quelqu'un entra et dit « Le Samer même vous demande. » Le simple fut pris de frayeur. Il courut et annonça à son épouse avec grande frayeur que le Samer même l'avait demandé. Elle lui conseilla de requérir le maître de nom. Il dépêcha un envoyé à sa recherche. Le maître de nom vint et lui donna amulette et talisman en lui assurant qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus aucune frayeur. Le simple eut une confiance totale en cela. Après cela, puisque le savant et le simple étaient assis ensemble, le savant demanda « Pourquoi as-tu eu une telle frayeur ?»« À cause du Samer même qui a demandé après nous, » répondit le simple. Le savant se moqua de lui en lui disant « Tu crois vraiment qu'il existe le Samer même ?» Le ministre simple lui demanda « Et qui donc a demandé après nous ?»« C'est probablement mon frère, » répondit le savant. « Il a peut-être voulu me voir. Il s'est déguisé et m'a demandé par la ruse. » Le simple demanda alors « Si c'est vraiment ainsi, comment a-t-il pu franchir toutes les gardes ?»« Il a dû les soudoyer, » répondit-il, « et eux racontent qu'ils ne l'ont pas vu. » Entre-temps, quelqu'un d'autre arriva à nouveau et dit encore « Le Samer même demande après vous. » Mais cette fois-ci, le simple n'eut aucune frayeur et n'éprouva aucune crainte grâce aux amulettes qu'il avait prises du maître de nom. Le simple dit au savant « Qu'en dis-tu maintenant ?»« Je vais te raconter cela. J'ai un frère qui est fâché avec moi. Il a monté toute cette comédie pour m'épouvanter. » Le savant se leva et questionna la personne qui était venue les chercher. « Quelle apparence a celui qui t'a envoyé nous chercher? Quelle couleur de cheveux, etc. » Il lui répondit « Comme ceci, comme cela. »« Vois-tu, c'est bien la description de mon frère. »« Iras-tu avec eux ?» demanda le simple. « Certes, j'irai avec eux. Par contre, donne-moi quelques soldats par précaution, de façon à ce qu'on ne me fasse pas de misère. » Il lui délégua cette caution, et les deux savants suivirent l'émissaire. Mais les soldats de caution revinrent et le ministre leur demanda « Où sont les savants ?» Ils répondirent qu'ils ignoraient où ils étaient arrivés. L'émissaire du Samer même avait saisi les deux savants et les avait entraînés dans de la boue et de la glaise. Et là-bas, trônait le Samer même en pleine fange sur une chaise. Cette boue était épaisse, gluante et poisseuse, juste comme de la colle. Les deux savants ne pouvaient pas bouger dans cette boue.
Ils crièrent « Crapule! Pourquoi nous faites-vous souffrir? Est-ce que le Samer même existe sur cette terre? Vous n'êtes que des bandits qui nous font souffrir pour rien !» Les deux savants enfoncés dans la boue épaisse spéculèrent. « Qu'est-ce? Ce ne sont que les bandits avec qui nous nous sommes disputés un jour et qui nous torturent maintenant. » Les savants passèrent quelques années dans cette boue où on leur fit subir de terribles souffrances et d'horribles tortures. Un jour, le ministre simple passa devant la maison du maître de nom. Il se remémora alors son ami le savant et entra chez le maître de nom. Il s'inclina devant lui comme il se doit et demanda s'il pouvait lui montrer où le savant se trouvait maintenant et s'il pouvait l'en faire sortir. Le simple ministre demanda au maître de nom. « Vous souvenez-vous du savant que le Samer même est venu chercher, a emporté et que je n'ai plus revu depuis ?»« Certes, je m'en souviens, » répondit le maître de nom. Le ministre simple lui demanda de lui montrer l'endroit où le savant se trouvait et de le faire sortir de là. Le maître de nom lui répondit « Je peux certainement te faire voir où il est, et je peux aussi l'en faire sortir, mais à condition que nul ne vienne à part moi et toi. » Ils allèrent ensemble. Le maître de nom fit ce qu'il savait faire, et ils arrivèrent sur place. Ils virent comment ils étaient enlisés dans une boue et une glaise épaisse. Quand le savant aperçut le ministre simple, il s'écria vers lui « Mon frère, regarde comme on me frappe! Ces bandits me torturent sans aucune raison !» Le ministre lui lança en criant « Tu tiens encore à tes sagacités? Tu ne veux toujours croire en rien? Tu dis que ce sont des hommes, mais regarde, voici bien le maître de nom que tu reniais. On va te montrer que lui seul peut vous sauver !» Le ministre simple demanda au maître de nom de les faire sortir et de leur montrer que ceci est bien le Samer même, et que ceux-ci ne sont nullement des hommes. Le maître de nom fit ce qu'il fit, et voici qu'ils se retrouvèrent debout sur de la terre sèche, là où il n'y a plus de boue, tandis que les démons furent réduits en poussière. C'est alors que le savant constata la vérité, et qu'il dut tout reconnaître, qu'il existe bien un roi, ainsi qu'un véritable maître de nom, etc.